Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre la télévision en Nasra 24. Bienvenue au compte de ces journaux. Le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a présidé ce 19 septembre 2022 la réunion mensuelle de sécurité consacrée exclusivement à la sécurité des biens des personnes sur l'ensemble du territoire national. On fait le point avec nos confrères de la télévision nationale. À cette réunion consacrée exclusivement à la sécurité des biens et des personnes sur l'ensemble du territoire national, l'on a noté autour du président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, la présence du vice-président du Conseil militaire de transition, général Djimadouma Tiraina, du premier ministre de transition, Pahimi Padake Albert, quelques membres du gouvernement impliqués dans le secteur de la sécurité, les commandants des grandes formations militaires et les responsables en charge de la sécurité. Sur la table de discussion, la recrudescence des conflits agriculteurs-éleveurs et l'encadrement des marches pacifiques par les forces de l'ordre. Au cours de la réunion, le chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a mis chacun devant ses responsabilités. Aucune dérobade ne sera permise. Nous avons essayé d'échanger sur les conflits dans les Moyen Chari, au lac, à nos frontières au Soudan et à l'intérieur du pays. Le chef de l'État ne comprend pas que malgré les moyens mis à la disposition des forces de défense et de sécurité, nous n'arrivons pas à juguler ces conflits. Et des instructions ont été données pour que rapidement nous puissions trouver des solutions à ces conflits qui sévissent dans l'ensemble du territoire de manière sporadique. Et je pense qu'avec la méthode mise en place et les instructions données, nous allons essayer le plus tôt possible essayer de trouver des solutions à ces conflits et aussi prendre le devant de manière à ce que ce genre de conflit ne se répète pas. Qu'en est-il de la situation qui prévaut actuellement dans le département du lac Iro? Déjà, le gouverneur est sur place. Depuis 24-48 heures, la situation est très calme, mais le chef de l'État nous a instruit de renforcer la capacité de nos forces qui sont sur le terrain. C'est ce que nous allons faire dans les 24-48 heures. Et en même temps doter des moyens nécessaires pour que ce genre de conflit ne se répète plus. Les utilisateurs des réseaux sociaux qui attisent la haine sont avertis. Des instructions ont été données pour que le ministère de la Justice puisse prendre toutes ses responsabilités pour que ces débats qui attisent à la haine puissent être stoppés par la poursuite de ces gens qui utilisent les réseaux sociaux pour essayer d'appeler les gens à la haine et au conflit. Nous avons les textes qu'il faut. Malheureusement, personne ne poursuit les gens et chacun dit ce qu'il veut dans les réseaux sociaux. Et nous nous sommes rendus compte que le plus gros des problèmes que nous avons en ce moment, c'est à travers les réseaux sociaux. Aussi, l'encadrement des marches pacifiques par les forces de l'ordre n'a pas été perdu de vue par le président de la République. C'est de tout faire pour que les forces de défense et de sécurité puissent prendre toutes les mesures nécessaires possibles pour que les manifestations et tout ce qui va avec soient le mieux cadré possible et de manière à ce qu'il n'y ait pas de mort d'homme. Les instructions données feront l'objet d'une évaluation minutieuse au cours de la prochaine réunion sur la sécurité. Les travaux du dialogue national inclusif et souverain se poursuivent au Palais des Cultures et des Arts. Les participants ont passé au point fin les 139 recommandations proposées par la commission numéro 5 sur les questions sociétales. À ce sujet, plusieurs questions ont été soulevées par les participants, notamment le bilinguisme, la libre circulation des biens et des personnes sur l'ensemble du pays, la corruption, la protection de l'environnement, le chômage des diplômés bénéficiaires de bourses, la suppression des chefferies traditionnelles qui constitue un problème de nos jours, l'éducation nationale, la manipulation des étudiants par une classe politique, la question de la DIA, les détournements des biens publics et bien d'autres questions ont été évoquées par les participants.
Dans le même cadre, au sortir de la salle, quelques participants ont livré leurs impressions par rapport à la thématique débattue portant sur les questions sociétales. Suivez, ils sont au micro de notre reporter Idriss Ismail. Vraiment satisfait. Ma joie, mes attentes sont comblées parce que les débats qui sont déroulés tout à l'heure étaient vraiment louables et c'est bon. Parce que les Tchadiens ont déversé tout ce qui est dans leur cœur et c'est ça le bien fondé de ce dialogue. Nous avons abordé plusieurs sujets qui sont revenus, des sujets liés à la tradition, à la chefferie traditionnelle, des sujets qui sont liés au bilinguisme, à la DIA et la situation des vulnérables. Et en tout cas, ce sont des sujets qui minent vraiment la société et les Tchadiens ont essayé de faire des propositions très objectives, sans parti pris. C'est pourquoi je suis satisfait. Bon, nous sommes de la salle 400 et c'est une salle qui est totalement négligée. On ne nous donne pas assez de paroles. Jusqu'à là, je n'ai rien dit depuis que les assises ont commencé. Je n'ai pas eu la parole. Par contre, il y a des gens qui parlent 3 fois, 4 fois. En tout cas, ils reviennent autant de fois et d'autres non. C'est ça, seulement cette défaillance au niveau du président. Des femmes. Et vraiment, le point était très important. La thématique 5 a vraiment fait beaucoup d'encre de salive, a fait couler beaucoup d'encre de salive. Mais comme ce que moi j'ai retenu, j'ai quand même pu intervenir sur quelques points parce que les autres ont déjà tout dit. Mais en ce qui concerne, comme vous dites, vraiment les premiers points que je n'ai pas pu commencer, j'ai commencé à peine les micros, le temps s'est réparti, donc les chefferies traditionnelles. C'est un problème parce qu'ils ont dit qu'il faut proscrire. Mais pour moi, je conseille vraiment, ce n'est même pas proscrire, mais c'est carrément interdire. Parce que la création de nouveaux cantons, des trucs comme ça, c'est ça qui fait vraiment que la source même de conflits intercommunautaires. Donc ça, on a parlé. Et puis, ce qui me tient à cœur, c'est pour la violence basée sur les genres, basée sur les femmes. Parce que nous avons de beaux textes au Tchad, des textes vraiment juridiques, internationaux et nationaux. Mais vraiment, l'applicabilité fait problème. Et il y a un problème de méconnaissance même de la population. Pour ça, je demande à ce que les gens sensibilisent, une sensibilisation très poussée en ce qui concerne les VBG, comme j'ai dit. Les victimes ne connaissent pas leurs droits. Mais au Tchad, comme le ministère, avec l'appui des partenaires, nous avons quand même créé des centres multisectoriels, multifonctionnels, et qui prennent tout en compte, le juridique, la santé, l'orientation, tout. Mais les intéressés eux-mêmes font beaucoup de recul parce que nos us et coutumes ne nous permettent pas d'aller jusqu'à convoquer, aller jusqu'à porter plainte pour nos auteurs. Donc le second point, c'est l'éducation de l'enfant. Ça me tient beaucoup à cœur parce que l'éducation de l'enfant tchadien, nous on dit au Tchad, on fait l'éducation, l'école coranique. En tant qu'éducatrice, moi je suis éducatrice des enfants de la rue, je suis une éducatrice spécialisée, mais le fait de voir les enfants dans la rue, au moment de l'école, au moment des heures coraniques, on dit de créer des écoles coraniques, des ériguer des grandes écoles. Mais si les écoles coraniques ne sont pas réglementées, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut que les parents prennent les responsabilités de prendre en charge les enfants avec les maîtres coraniques. Parce que parfois, les maîtres ne sont pas pris en charge, ce qui fait que les enfants sont dans la rue, ils vont aller commander et ça augmente le nombre d'enfants dans la rue. Sinon, ce n'est pas des enfants dans la rue, mais il y a des enfants de la rue et dans la rue. Donc ces catégories d'enfants-là, vraiment, je demande à la population de sensibiliser et que les parents, la responsabilité soit partagée. Ce n'est pas seulement l'État, ça c'est la responsabilité des parents. Quand un parent veut que son enfant soit bien éduqué, il faut que vraiment la sensibilisation commence dès le bas âge. Je voudrais parler sur 3 volets, c'est-à-dire la jeunesse, la chefferie traditionnelle et le bilinguisme. Alors, en ce qui concerne la jeunesse, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de privatiser ce qu'on appelle le football, le sport populaire. Parce que, vous en conviendrez avec moi, dans tous nos quartiers, vous avez vu des terrains, des petits terrains qui se construisent et qui se louent pour que les jeunes puissent jouer au football. Ils sont obligés de payer. De facto, ce football, le sport populaire, devient un sport des riches. Et on empêche les jeunes enfants de pouvoir pratiquer le football, de pouvoir se développer.
parce que le football est un facteur de développement important pour un enfant. Et aujourd'hui, malheureusement, on est en train d'assister que même ce point est en train de disparaître. Parce qu'on maintient d'une manière, je ne sais pas, voulue. Quand vous regardez la pyramide des Maslow, vous avez la première marche, c'est les besoins physiologiques. Les besoins physiologiques consistent à l'humain de se préoccuper que de la nourriture, comment dormir, comment respirer, comment se reproduire. C'est-à-dire les basiques de la vie. C'est-à-dire au Tchad, à 70 ans, 50 ans, on est encore bébé. Posez-vous cette question, vous allez voir la réponse. C'est très grave. On empêche les gens même de réfléchir, on empêche même les gens de se distraire, de se divertir. Et ça, c'est très difficile pour les sociétés. Le deuxième point, je vais parler au niveau des chefferies traditionnelles. Parce que quand j'ai été dans la thématique, je travaille avec la sous-commission, j'ai vu il y a une revendication, il y a une forme de revendication pour un quatrième pouvoir. C'est-à-dire qu'ils veulent instaurer un quatrième pouvoir qui va se greffer à l'exécutif, au législatif, au judiciaire. Et ça, ce n'est pas possible pour un pays comme le Tchad. Moi, je propose à ce qu'on crée une chambre sénatoriale pour que le chef traditionnel siège aux côtés des députés comme des sénateurs. Et c'est-à-dire pour promulguer pour nos lois, pour des décisions importantes qui seront prises pour la société. Ça, je suis très d'accord avec ça. Le dernier point, c'est ce qui concerne le bilinguisme. Je pense que le bilinguisme est un problème crucial pour le Tchad, parce que le Tchad n'est pas encore prêt. Mais il y a des solutions. Vous avez vu le cas du Cameroun. Vous allez vers le sud, à Bafoussam, les gens ils parlent anglais parfaitement. Vous venez à Douala, Yaoundé, les gens ils parlent français. Hein. Ça n'a pas empêché les pays d'être bilingues. Ils sont même trilingues à l'allemand. Au Tchad, on peut instaurer le bilinguisme dans des régions où l'arabe est développé, où l'arabe est accepté. Vous allez dans les régions du Wadaï, les Salamat, les Bata, les gens ils peuvent adopter l'arabe, travailler avec l'arabe. Et dans le reste du pays, les gens ils vont adapter les français et vice-versa. Ce n'est pas très difficile. Hein. Mais si aujourd'hui on veut que le bilinguisme soit obligatoire, je crois que ça serait un problème. Je pense que vous savez, ce dialogue inclusif a été ouvert depuis le 20 septembre 2022. Et nous avons à peu près 5 thématiques à débattre. Voilà, comme vous le dites aujourd'hui, nous sommes sur la thématique numéro question sociétale. Donc c'est une thématique très importante à mon point de vue, qui traite des questions, par exemple, de la société civile, des chefferies traditionnelles, des DIA, des bilinguismes, tout ça. On avait beaucoup travaillé sur ça. Alors, le rapport a été déposé. Là, maintenant, les gens sont en plénière pour débattre sur le rapport. Donc, moi, ce qui me préoccupe beaucoup plus, vous savez très bien, aujourd'hui au Tchad, nous avons beaucoup de conflits intercommunautaires, du sud au nord, d'est en ouest. Ça, Saint-Pargny est une partie du pays. Donc, maintenant, pour corriger ces problèmes intercommunautaires ou bien interconfessionnels, il faut que vraiment l'État arrive à mettre la justice. C'est la seule gage qui peut vraiment résoudre ces genres de problèmes au Tchad. Sans la justice, nous serons toujours dans le désordre et le désordre ne résout aucun problème. Vous voyez aujourd'hui au Tchad, par exemple, on parle de l'orpaillage au nord du Tchad, par exemple. Il y a eu à peu près 200 ou 100 morts au niveau du Tibesti, dans le Kourou-Bougoudi. Et ça, c'est quoi? C'est l'injustice. Des conflits intercommunautaires de centres qui sont transversés vers le nord et les gens s'entretuent des communautés entre noirs et communautés arabes. Donc, ce n'est pas du tout cohérent. S'il y a un problème, il faut que l'État arrive à résoudre le problème au fond. Il faut que les gens se réconcilient de cœur pour que vraiment, dorénavant, il n'y aura plus de problèmes intercommunautaires. Et puis pour finir, découvrons ensemble les bienfaits de cet arbre beaucoup plus consommé en alimentation ou en médecine. Le moringa oleifera est un arbre très riche en vitamines et possède de nombreux bienfaits sur l'organisme. Mais la question que l'on se pose ici est celle de savoir quelles sont les vertus du moringa sur l'organisme humain. Élément de réponse avec Donatien Rakinda. Souvent appelée moringa, est l'espèce la plus cultivée du genre de la famille monotypique des Moringaceae. Originaire de l'Inde et du Sri Lanka, elle est acclimatée dans presque toutes les régions tropicales. Ces petits arbres melliférés à croissance rapide, résistants à la sécheresse, peut mesurer jusqu'à 10 mètres. Ces jeunes gousses et les feuilles sont utilisées comme légumes. De nombreuses parties du moringa sont comestibles avec des utilisations régionales très diverses. Feuilles, graines mûres, huile extraite des graines, fleurs et racines. Du fait de sa répartition mondiale, il peut être consommé cru, sans préparation supplémentaire,
mais est souvent employée dans une variété de plats. De couleur verte, cette plante vivrière cultivée pour ses fruits qui sont mangés cuits et exportés frais ou en conserve. En Inde, on l'emploie dans les currys, les sambars, les karmas et les dalles. Il est également utilisé comme assaisonnement pour les escalopes et d'autres recettes. Extrêmement riche en minéraux, en vitamines A, C, E et en protéines de très bonne qualité. Contenant les 9 acides aminés essentiels antioxydants. Son atout principal est son spectre nutritionnel très large et bien équilibré et clair, mêle de sains saveurs. Cette plante, appelée aussi arbre de vie, a des valeurs nutritionnelles hors du commun. Le moringa peut être consommé à tout moment selon le point de vue santé. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bonne suite de programme sur la télévision en 24. Merci.